décisions de l'Union européenne impactent aujourd'hui directement votre activité, mais également les conditions de son financement, de sa régulation, son développement dans certains secteurs comme la rénovation thermique par exemple. Mais également, l'Union européenne a de plus en plus de capacité à intervenir dans les choix politiques qui sont faits par les États membres, que ce soit en matière de définition du logement social et de son champ d'intervention, mais également des régulations générales des marchés du logement à travers le renforcement de la gouvernance économique. Et nous aurons, pour ce faire, 3 participants à une table ronde. Raymond Hens, qui nous vient du Luxembourg, qui est membre du Comité économique et social européen, et qui est l'auteur d'un rapport sur le logement social en tant que service d'intérêt général. Nous accueillerons également Soraka Edwards, qui est la secrétaire générale de Housing Europe, qui est notre fédération européenne du logement social, et Alice Pitini, qui est directrice de l'Observatoire européen du logement social. Donc à la fois dresser un bilan de la mandature, mais également un état des lieux du logement social chez nos voisins européens. Nous aurons bien entendu un temps de débat pour échanger avec ces intervenants durant la matinée. Dans l'après-midi, Frédéric Paul, le délégué général de l'Union sociale pour l'habitat, vous présentera notre manifeste que nous avons adressé à l'ensemble des candidats aux européennes en France, mais également présenté à la presse. Et nous débattrons avec les représentants des différents groupes politiques qui ont accepté notre invitation de ce manifeste pour voir en quoi les députés européens, dans leur futur mandat, ou dans leur conception qu'ils ont des futurs mandats, sont en capacité de mettre en œuvre nos propositions, ou au contraire d'avoir des propositions différentes. Nous sommes effectivement dans un domaine assez compliqué, où il faut intégrer la réalité du droit communautaire, la réalité du processus d'adoption de ce droit au niveau européen, et tenter de positionner la place du logement social dans ce processus. C'est quelque chose qui est assez ardu, qui suppose effectivement de prendre en compte la complexité du droit européen, mais également son caractère équilibré, entre d'un côté des règles de concurrence et du marché intérieur, de l'autre des dispositions qui protègent, sur le papier en tout cas et écrit dans le traité, l'accomplissement des missions d'intérêt général imparties à certains services publics. Nous avons une mandature 2009-2014 qui est également tout à fait spécifique tant dans l'histoire de l'Union européenne que dans l'histoire du logement social, puisque d'un côté nous avons eu à faire face au niveau de l'Union européenne à la montée en puissance de la crise économique et des mesures, je dirais, de gouvernance qui ont été introduites. Et c'est une étape de l'Union européenne tout à fait particulière. Qui aurait pu penser il y a 10 ans qu'un État doit d'abord envoyer son budget à la Commission européenne avant de le faire voter par son Parlement. C'était quelque chose d'inimaginable il y a encore 10 ans, c'est aujourd'hui une réalité, tant cette gouvernance économique de l'Union européenne a pris de l'importance. Le deuxième point qui est très important, c'est que cette montée en puissance de la gouvernance économique ne s'est pas faite selon la méthode communautaire classique, où la Commission européenne propose des mesures et où le Conseil et le Parlement, en codécision, les adoptent pour les faire transposer dans le droit interne. L'urgence des actions à développer au niveau de l'Union européenne a conduit à ce que le Parlement soit écarté du processus de décision et qu'on ait un circuit court entre d'un côté la Commission européenne qui propose des mesures liées au contrôle budgétaire et à la régulation macroéconomique et de l'autre le Conseil qui les adopte directement. Donc c'est une remise en cause de la méthode communautaire qui a été à l'origine même de la mise en œuvre de l'Union européenne, et c'est un affaiblissement du Parlement européen dans sa capacité à orienter ses choix budgétaires, ses choix de régulation économique. Nous avons effectivement, dans ce cadre-là, beaucoup de difficultés au niveau du logement social à faire passer nos messages, puisqu'effectivement nous nous retrouvons soit directement face à la Commission européenne, la DG ECFIN, Économie-Finance, qui établit ces diagnostics et qui propose des mesures de redressement,
et de l'autre, un conseil composé de 28 chefs d'État et de gouvernement sur lesquels il est très difficile de peser. La deuxième caractéristique de cette mandature, qui est également historique là du point de vue du logement social, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du logement social de l'Union européenne qu'il y ait eu une rupture très brutale de continuité de ce service public. Avec effectivement un cas d'école qui est la Grèce, où dans le cadre du plan de redressement qui a été imposé par la Troïka, c'est-à-dire l'Union européenne, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, les autorités grecques ont décidé de supprimer purement et simplement le logement social, qui était fondé sur un système assez proche du 1% en France, destiné à financer l'accession à la propriété sociale des ménages à faible revenu. Au-delà de la Grèce, qui est un exemple tout à fait radical, il y a eu également les conséquences de l'éclatement de la bulle immobilière en Espagne sur le logement social, avec des mesures, je dirais, de restriction budgétaire très très fortes, avec un retrait des banques du financement de l'immobilier. Les autres pays qui ont été soumis à des plans d'austérité très importants, comme l'Italie, le Portugal, l'Irlande ou le Royaume-Uni, où là également, du jour au lendemain, les banques se sont retirées du financement du logement social, donc plus de nouveaux programmes, plus de réhabilitation, et les États membres ont réduit fortement leur aide publique, ce qui fait que dans ces pays-là, l'activité s'est arrêtée, les nouveaux programmes ont été arrêtés, et surtout, on est en train de constituer de nouvelles formes de financement qui soient compatibles avec ces dispositifs. Ce qui est tout à fait intéressant de mentionner par rapport à ce constat, c'est que comparativement à nos voisins européens qui dépendent de décisions de banques pour financer leurs logements sociaux et de fonds publics relativement importants de la part de l'État central, la France, dans ce contexte-là, est caractérisée par une continuité de ce service public particulier. Pourquoi ? Parce que les décisions d'investissement des organismes HLM ne dépendent pas des banques, mais du système de financement spécifique via la Caisse des dépôts et le livret A. Donc ça a complètement déconnecté la crise financière de l'activité des organismes HLM. Et de l'autre, la contribution de l'État au financement du logement social, comparativement à nos voisins européens, est très faible, puisqu'il y a énormément de cofinanceurs. Et donc il y a une grande diversité de cofinancement public. Il y a bien entendu l'État, il y a les régions, les départements, les métropoles, il y a le 1% logement, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de rupture, même si les budgets ont pu diminuer dans certains postes, de rupture aussi claire qu'en Angleterre, où du jour au lendemain on a supprimé la prime unique à l'investissement locatif social. Enfin et surtout, cette mandature est caractérisée du point de vue du service public par l'explosion du contentieux communautaire lié à la définition du logement social qu'en a donné la DG Concurrence. La conception universelle qui était ouverte à tout le monde, donc un logement social, c'est un logement qui est soumis à des obligations particulières, mais qui n'a pas pour vocation de loger exclusivement des personnes défavorisées. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, ce système a été remis en cause par la Commission, où on a introduit un plafond de revenus. En Suède, on a sorti le logement social du service public, donc ce n'est plus considéré comme un logement social à part entière. Le Danemark reste l'un des seuls États membres à vocation universelle qui n'a pas encore fait l'objet d'un contentieux. Et en Grèce, ça a été purement et simplement démantelé dans le cadre du plan de redressement économique. De l'autre côté, vous avez une approche vraiment résiduelle où le logement social, effectivement, a un rôle très spécialisé de loger des personnes en très grande difficulté qui sont vraiment exclues du marché du logement. Et là, on retrouve cela dans l'ensemble des pays d'Europe du Sud, où l'essentiel de l'accession à la propriété est dominant et que le logement locatif social est vraiment pour des populations en grande difficulté, et dans les nouveaux États membres, dans le nouveau parc qui sont en train de développer. Et entre ces deux conceptions, je dirais très différentes, vous avez une conception médiane, dite généraliste, où effectivement, on est dans un système avec des plafonds de revenus, donc ce n'est pas ouvert complètement à tout le monde, mais en même temps, c'est des plafonds de revenus qui peuvent être à la fois très importants en termes de population potentielle, qui sont souvent couplés à des critères objectifs de priorité dans l'attribution effective, donc ce n'est pas forcément lié, et qui sont en quelque sorte des pays comme l'Autriche par exemple, ou encore le Luxembourg, la Belgique, voire le Royaume-Uni, même si au Royaume-Uni il n'y a pas de plafond de revenus légaux pour s'inscrire dans les logements sociaux, il y a des critères de priorité tellement stricts que de fait ne rentrent dans le logement social que des populations ayant des besoins particuliers.
Dernier point d'actualité qu'on a déjà évoqué au niveau du monde HLM, c'est la réforme des directives marché public, où il y a à se poser la question de la coopération entre les organismes HLM, notamment la création de groupes, de GIE, etc. Et là également, des dispositions particulières liées à la coopération publique-public ont été introduites dans le texte, sur proposition cette fois du Parlement et du Conseil européen, et avec l'appui des autorités françaises. Donc nous avons, si on résume un peu tous ces champs d'intervention, deux grands piliers de décision communautaire qui sont très différentes. Un premier pilier qui relève effectivement de la méthode communautaire, la Commission propose, et le Parlement et le Conseil co-décident et peuvent effectivement changer fondamentalement la proposition de la Commission. C'est le cas sur les marchés publics, ça a été le cas encore plus en profondeur sur la directive services. Donc nous avons aujourd'hui deux problématiques très différentes, celle du marché intérieur et des agréments HLM, et en lien avec les taux réduits de TVA, et celle des marchés publics auxquels sont soumis les organismes d'HLM. Donc là, effectivement, l'agrément HLM est vu du point de vue du droit européen comme une entrave aux libertés fondamentales du marché intérieur, que sont notamment la liberté de prestation de services et la liberté d'établissement. La liberté d'établissement, ça veut dire qu'un organisme HLM allemand doit pouvoir s'établir en France pour faire du logement social aux conditions fixées par l'Allemagne. Ce qui est un cas un peu particulier. Ou au contraire, un organisme HLM allemand doit pouvoir faire du logement social en France tout en restant établi en Allemagne. Ça, ce sont les libertés fondamentales qui structurent le marché intérieur. Et à travers la directive service, on a reconnu que l'agrément HLM était un mode de régulation d'un service public, qu'il était justifié par rapport à la protection des bénéficiaires de ces logements sociaux, qui sont des locataires, qui sont des personnes qui ont un besoin particulier à satisfaire, et qu'il fallait encadrer effectivement les opérateurs chargés d'exécuter ce service public. Donc on est bien sur une liberté qui fait l'objet d'un obstacle lié à l'agrément, mais l'agrément est, je dirais, toléré en quelque sorte, parce qu'il est fondé sur le bon accomplissement d'une mission d'intérêt général impartie aux organismes HLM. Deuxième élément, les marchés publics. La coopération entre deux organismes HLM dans l'exécution d'un service public, c'est un marché public, selon la jurisprudence, sauf certaines conditions très restrictives. La directive européenne a considéré qu'une telle coopération n'était pas un marché public, devait en être exclue, parce que ça répondait à la fois à une liberté d'organisation du secteur par l'État membre, mais également que ça n'affectait pas la concurrence, puisque nous étions dans un secteur régulé de services publics et d'agréments préalables. Donc là, on est typiquement dans des décisions qui relèvent de la codécision entre le Parlement et le Conseil, et où les députés ont pleinement imposé. Mais de l'autre, on est également impacté par des décisions qui ne relèvent pas du tout de la méthode communautaire. On dépend des règles de concurrence. Alors les règles de concurrence, c'est très particulier. C'est un mandat donné par tous les États membres dans le traité, un mandat d'exclusivité à la Commission européenne d'appliquer les règles de concurrence. Donc on est face à une autorité européenne de concurrence qui a une capacité à la fois de prendre des décisions qui s'appliquent directement aux États membres sans transposition et surtout de légiférer en la matière. Quand la Commission légifère en matière de compatibilité des aides au logement social, elle prend une décision toute seule. Il n'y a pas de codécision ni du Conseil ni du Parlement européen, et cette décision s'applique directement, sans transposition, dans les États membres. Deuxième élément de la méthode non communautaire, la méthode intergouvernementale, c'est toute la gestion de la crise de la zone euro, la gouvernance macroéconomique, qui établit un lien direct entre la Commission européenne, qui analyse et qui propose, et le Conseil, et qui exclut complètement le Parlement européen de toute prise de décision. Si ça se limitait à des orientations générales, ce ne serait pas trop grave, mais on est là dans des contrôles des budgets des États membres, de leur politique publique, de leur politique sociale, et surtout sur une surveillance macroéconomique des marchés du logement, qui sont considérés comme étant des perturbateurs potentiels de l'équilibre financier, et qu'il faut contrôler, qu'il faut suivre à travers des indicateurs. Deux indicateurs ont été définis par la Commission européenne, l'évolution des prix des logements d'un côté, et l'évolution de la dette privée des ménages de l'autre. Et sur base de ces indicateurs, quand ils passent au rouge, la Commission adresse aux États membres concernés des recommandations qui sont obligatoires,
qui, en cas de non mise en œuvre, renvoie à des amendes, en matière, par exemple, aux Pays-Bas, on y reviendra tout à l'heure, d'introduction d'un loyer en fonction des revenus dans le parc HLM, ou en Suède, d'assouplissement du contrôle des loyers dans le parc public HLM. De l'autre côté, le côté positif de cette crise, c'est qu'effectivement, il a fallu développer un plan de relance au niveau européen. Ça a été le plan du président Barroso en 2008, et qui a introduit, de façon un peu paradoxale par rapport à tout ce qui a pu être fait par la DG Concurrence par ailleurs, l'éligibilité du logement social au FEDER à travers la rénovation thermique, en voyant la rénovation thermique dans les HLM comme un levier pour mettre en place des mesures contracycliques au niveau de l'Union européenne. Ça a plutôt bien fonctionné en France, puisqu'on recense plus de 600 projets d'organismes HLM cofinancés par l'Union européenne. On a mobilisé potentiellement 320 millions d'euros de FEDER dans les HLM en France sur cette période. Ça a généré 15 000 emplois induits et surtout, ça a généré un investissement total, donc un effet de levier très important, d'1,2 milliard d'euros d'investissement. Donc sur 320 millions d'euros de FEDER, on génère 1,2 milliard d'euros d'investissement. Et ça a permis surtout à 70 000 ménages HLM de voir leur logement être réhabilité thermiquement et donc d'avoir une dépense loyer plus charge inférieure. Pour la prochaine période de programmation, le Parlement européen a renouvelé ces mesures et surtout, on a déplafonné ces mesures puisque la rénovation thermique était plafonnée à 4% de l'enveloppe FEDER et aujourd'hui on est plutôt dans un raisonnement en termes de plancher, donc chaque État membre doit affecter au moins 20% de son enveloppe FEDER à toutes les mesures liées à l'énergie, que ce soit la rénovation thermique des bâtiments mais également les énergies renouvelables. Donc on est dans une perspective, je dirais, d'ouverture structurelle des fonds FEDER aux investissements qui sont développés par les organismes d'HLM, alors que de l'autre côté, on est dans un processus de contrôle du logement social du point de vue des règles de concurrence et du marché intérieur. Donc,